Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h49 sur Radio Classique. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Vous venez de publier Vive l'Allemagne, point d'exclamation chez Grasset, qui se vend bien puisque j'ai dû faire 4 librairies hier avant de le trouver. On va en reparler tout à l'heure. D'abord, cette question qui monte en France. Faut-il renoncer à la hausse de TVA prévue pour le 1er janvier ? Les restaurateurs se disent favorables à un report. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, le comble de l'absurde serait atteint. Le problème est que la hausse de TVA est insuffisante. On passe de 19,6 à 20% pour le taux maximal de TVA. De quoi ce pays aurait-il besoin ? Il aurait besoin qu'on augmente la TVA de 1% par an pendant 5 ans et qu'on mette cet argent dans une cagnotte pour ne pas le dépenser abusivement, pour baisser les charges des entreprises. Donc, c'est la TVA sociale, autrement dit. Oui, on peut appeler ça la TVA sociale, peu importe. On peut appeler ça la TVA compétitivité, disons. Bon. Par rapport à cet enjeu-là, qui est une quasi-obligation, cette fronde contre une hausse de 0,4% est affligeante et j'ose espérer que cette fois-ci, le gouvernement ne baissera pas sa culotte, pour parler peu élégamment. Ça a l'air mal parti. On a entendu Pierre Moscovici dire hier qu'il fallait que la grande distribution prenne sur ses marges pour ne pas répercuter la hausse de la TVA. Non, mais ça, c'est comme ça que les choses se passent. Quand les Allemands ont augmenté de 3% la TVA en une nuit, du jour au lendemain, plus 3%, la répercussion sur les prix a été de l'ordre de 1%. Donc c'est vrai que les entreprises elles le font pour des raisons propres à elles, qui est de garder leurs clients. Elles n'ont pas besoin d'une injonction d'un ministre affaibli pour ça. Dans le même temps, on nous dit que les entreprises françaises ont les marges les plus faibles de la zone euro. Est-ce qu'on peut encore affaiblir ces marges ? Non, mais là, il s'agit de la distribution. C'est catégorie à part. C'est catégorie à part et catégorie qui n'est pas soumise à une contrainte de compétitivité internationale. Donc ça se passera, mais à la limite, en le disant, Moscovici rend la chose encore plus difficile. Qu'il se taise. Qu'il se taise, Pierre Moscovici, dites-vous Alain Minc. François Hollande, quant à lui, est-ce qu'il peut continuer à gouverner comme il le fait, en ne fâchant personne, en faisant le dos rond avec 15% d'opinion favorable ? Écoutez, le problème, si François Hollande continue à penser que nous sommes dans une république parlementaire, il aura un vrai problème politique, parce qu'à un moment donné, dans une république parlementaire, on ne peut pas être aussi impopulaire et avoir des tas de soubresauts dans sa majorité. Si François Hollande utilise les armes qu'en tant que président de la République, c'est-à-dire roi de France, la Constitution lui donne, il remettra de l'ordre dans sa majorité. François Hollande n'a utilisé jusqu'à présent, dans un contexte politique difficile, aucune des armes qui sont dans le carquois du président de la République. Le vote de confiance à l'Assemblée, un petit vote bloqué de temps en temps, ça ne ferait pas de mal aux députés. Le 49.3, si les choses se tendent, il a les armes, mais il gouverne comme le Premier ministre d'un gouvernement de coalition dans une monarchie scandinave social-démocrate. Voilà. Maintenant, s'il veut entrer dans les institutions, il a des instruments. Ça ne veut pas dire que le dénouement politique dans 3 ans sera idéal pour lui, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, c'est un personnage très intéressant et dual, Hollande. Il est président de la République en politique étrangère, à l'évidence. Je veux dire, le Mali, c'était loin d'être évident. La Syrie, c'était une position que j'ai trouvée courageuse et forte. La posture sur l'Iran est à l'honneur de la France. Donc il est président de la République à l'ancienne, comme ses prédécesseurs, en politique étrangère, et il est président du Conseil en politique intérieure. Étrange. C'est un peu le syndrome Chirac, et ça concerne pas seulement le président Chirac, mais les autres présidents, vous le rappeliez. Les autres présidents étaient présidents de la République en politique intérieure, y compris Jacques Chirac. Je veux dire, c'est un cas très, 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 très particulier. François Hollande est un mélange de président de la Ve République et d'Alain Poher. Mélange plutôt détonnant. Une question, désormais, se pose. Faut-il remanier ? Faut-il dissoudre l'Assemblée ? Le Figaro indiquait ce matin que les Français avaient une préférence légère pour la dissolution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'y crois absolument pas. Parce que si François Hollande dissolvait, qu'est-ce qu'on dirait ? Il dissout pour créer une cohabitation dont chacun sait qu'elle fait gagner le président de la République. Donc, le côté « je tue ma famille politique pour ma propre survie » est insupportable. Sauf si sa majorité met en l'air le gouvernement, mais elle ne le mettra pas. Ils n'ont pas envie de revenir à 35, ces attachés parlementaires devenus députés. Donc, je crois que ça n'a aucun sens politique. Quand Jacques Chirac dissout en 97, c'est pas pour perdre, il se trompe, mais il veut gagner. Donc, je ne crois pas à la dissolution. Je pense que le calendrier politique fait que
François Hollande sera obligé de bouger, mais je ne vois pas comment il peut le faire avant les municipales. Et puis il est devant une question, François Hollande. Il n'a qu'à regarder ce qu'a fait son maître en politique, qui est François Mitterrand. C'est pour ça qu'il peut remonter la pente. Qu'est-ce que fait Mitterrand en 84 ? Il nomme Laurent Fabius à Matignon, il nomme Pierre Bérégovoy, le ministre que les entreprises ont le plus aimé des 30 dernières années, à Bercy. Et les choses marchent. Un gouvernement de gauche doit avoir un ministre de l'Intérieur sécuritaire et un ministre de l'économie libéral. Et vous avez, en effet, Gaston Defferre, Jacques Delors, vous avez Pierre Joxe, Pierre Bérégovoy, vous avez Jean-Pierre Chevènement, Dominique Strauss-Kahn. Le jour où il y aura à Bercy un ministre dont on sait qu'il démissionnera sur une mesure anti-entreprise, la gauche ira mieux. Et François Mitterrand, ne l'oubliez pas, a failli gagner en 86. Voilà, il suffit de la copie existe, il n'a qu'à la recopier. Bon, on a Manuel Valls aujourd'hui comme ministre de l'Intérieur sécuritaire. Il manque le volet libéral à Bercy. Il manque le volet libéral à Bercy. Il manque le Bérégovoy d'aujourd'hui. Et au poste de Premier ministre, il faudrait aussi quelqu'un d'autre ? Écoutez, c'est presque secondaire. Je trouve que le Premier ministre a beaucoup de courage. Alain Minck, cet ouvrage sur l'Allemagne, Vive l'Allemagne, point d'exclamation. Bruxelles va aujourd'hui adresser un carton jaune à Berlin pour sa trop bonne santé économique. Trop d'excédent commercial, dit la Commission. Et tout cela nuirait à l'équilibre de la zone euro. Vous n'êtes pas vraiment d'accord, je crois, avec ce que dit la Commission. Barroso fait un coup politique. Barroso est un journaliste de tempérament qui fait de la politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il aurait peut-être été un excellent journaliste et qu'il a été, à mon avis, un mauvais président de la Commission. Donc c'est un coup politique, car la réalité, c'est qu'il aurait fallu dire ça il y a 3 ans. Aujourd'hui, le système est en train de se rééquilibrer très progressivement. Pourquoi ? Parce que quand vous augmentez les salaires sur 18 mois de 5% et que l'inflation est à 1,5, il faut fabriquer du pouvoir d'achat. Les pénuries de main-d'œuvre vont continuer à faire monter les salaires. Et enfin, la grande coalition va aboutir à des mesures qui vont toucher la compétitivité allemande. Le paradoxe, c'est que tout le monde dit c'est un drame si l'écart de compétitivité entre la France et l'Allemagne s'accroît. Je crois qu'il va se réduire. Pas tant du côté du fait de nos propres efforts, mais simplement du fait que l'Allemagne a commencé à relâcher la pression, et c'est tant mieux. Et alors vous concluez votre essai à la main sur une phrase plutôt étonnante. C'est en partie à Paris que se joue l'avenir allemand. Ma crainte, elle était politique, et je l'exprime dans ce livre, c'est l'Allemagne se comportant comme une grosse Suisse. Alors une Suisse à 10 millions d'habitants, ça va. À 80, c'est pas possible. Donc il faut obliger les Allemands à jouer un rôle politique. Et il faut les associer. La France est encore une puissance politique, bien plus qu'une puissance économique. Aujourd'hui, c'est trop commode pour les Français de dire les Allemands n'existent pas en politique, ça m'ouvre un espace. Non, c'est pas vrai. Nous sommes quand même à l'échelle du monde tel qu'il est, un petit joueur. Donc je pense qu'il faut entraîner les Allemands à faire ce que d'ailleurs Schröder et Fischer ont fait beaucoup plus qu'Angela Merkel, c'est-à-dire être un acteur politique. De ce point de vue, Angela Merkel a reculé par rapport à Schröder. Je veux dire, le vote avec la Chine et la Russie contre l'intervention en Libye, c'est un acte hallucinant. La relative modération, pour ne pas dire semi-lâcheté allemande sur les affaires iraniennes ou syriennes, c'est pas acceptable d'un pays. Nous devons les entraîner, nous devons leur dire chaque initiative politique, on la prendra ensemble. Il faut les mouiller. Vive l'Allemagne, point d'interrogation, non, point d'exclamation. Exclamation. C'est le titre de l'essai que vous publiez. Vous avez fait un lapsus significatif. Merci pour le lapsus. C'est publié chez Grasset et vous en êtes l'auteur, Alain Minck. Merci d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Il est 8h moins 2. Avec Wendel, investisseur de long terme.